Et on va pouvoir commencer ce webinaire autour des conventions citoyennes et du numérique. Donc déjà, re-bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Juliette Caron et je suis directrice conseil chez Cap Collectif. J'ai pris la suite de Thibaut Dernoncourt que vous devez connaître également et je suis accompagnée de Agathe que je pense également vous devez connaître, qui sera là également pour co-animer avec moi ce webinaire. Alors, j'admets des gens encore en cours de route. Bonjour à ceux et à celles qui nous rejoignent. Nous allons donc parler ce matin des conventions citoyennes. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez sûrement le principe de la convention citoyenne, mais au cas où, on parlera donc de ce nouveau, pas tellement nouveau, mais ce processus délibératif au cours duquel un panel de citoyens va travailler sur des propositions sur un sujet donné pendant un certain nombre de séances, dans l'objectif justement de proposer des idées d'action, comme ce qu'on a pu voir sur la convention citoyenne sur le climat en 2019 et 2020, et plus d'actualité, la Convention citoyenne sur la fin de vie qui, il me semble, doit rendre ses travaux dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ces deux conventions citoyennes sont à l'échelle nationale et nous, on s'est dit comment ça se passe une convention citoyenne à une autre échelle et on a souhaité pour ça organiser ce webinaire et vous présenter les expériences de 3 collectivités qui ont organisé des conventions citoyennes dans leur territoire. Pour ça, je remercie nos intervenants, la région Occitanie, avec Lorraine Streff, directrice de mission participation et engagement citoyen. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Rennes Métropole, qui nous parlera également de sa convention citoyenne avec Anne Coscar et Camille Jamet. Merci beaucoup. Bonjour. La ville de Clermont-Ferrand avec Marie Sansano, responsable innovation et participation. Merci également. Avant de commencer avec nos intervenants, on avait aussi des petites questions pour vous et pour savoir pourquoi vous avez rejoint ce webinaire. Avec une première question, Agathe, tu peux lancer le sondage numéro 1. Où en êtes-vous avec les conventions citoyennes? Est-ce que vous êtes en train d'en organiser une? Est-ce que vous aimeriez en organiser une? Ou est-ce que vous êtes là par totale curiosité? C'est une raison très valable également d'être là ce matin. Ah, on a beaucoup de curiosité et une personne qui est en train d'en organiser une. Est-ce que tout le monde a voté? Il me semble qu'on a 14 réponses. Et donc, on a une personne qui mentionne qu'elle est en train d'en organiser une et 13 autres qui sont là par curiosité. Donc, j'espère que ça pourra répondre à votre curiosité, ce qu'on pourra vous dire ce matin. Et juste peut-être la personne qui est en train d'en organiser une, est-ce qu'elle ose se dénoncer et peut-être juste nous dire dans le chat ce qui est prévu, sur quel sujet est-ce qu'elle organise sa convention citoyenne. Ah, alors. Donc, c'est pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Alexandra Perrin. Écoutez, peut-être dans les temps de questions-réponses, on pourra discuter plus en détail de votre expérience à venir dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut lancer le deuxième sondage, Agathe? L'idée sur ce deuxième sondage, c'était de voir les sujets qui vous intéressaient le plus concernant les conventions citoyennes. On a une liste non exhaustive. S'il y a des sujets qui manquent selon vous, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Mais par quel sujet êtes-vous intéressé concernant les conventions citoyennes, le contexte de lancement, la composition du groupe,
l'organisation des séances, le lien avec le numérique, la perception du dispositif par les participants, la perception du dispositif par les services ou les suites qui ont été données à la convention. Ça bouge en direct. Donc, pour l'instant, c'est les suites données à la convention qui sont le plus mentionnées, ainsi que les méthodes pour composer le groupe de citoyens et le lien qui a été fait avec le numérique. Donc, je crois qu'on restera sur ces 3 sujets principaux. Effectivement, la composition du groupe citoyen, le lien avec le numérique et les suites de la convention arrivent en tête de vos sujets d'intérêt pour ce webinaire. Donc, on a bien prévu d'aborder ces sujets avec nos différents intervenants. Donc, j'espère que ça répondra également à vos questions. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Et on aura un temps de questions-réponses aussi, au final, pour pouvoir poser les dernières questions. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec nos intervenants. Et pour ça, je vais donc laisser la parole à Lorraine pour la région Occitanie. Merci. Alors, pour aller très vite dans l'explication en fait du concept de convention citoyenne pour l'Occitanie qui s'est tenu à l'automne 2020, on a un petit film de 2 minutes 30, je crois, assez dynamique à diffuser. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez le je lancer? vais le diffuser. Super. Je partage avec le son. Hop. Hop. C'est le direct avec. Hop. On est bon. On est bon et on va faire partager avec le son pour que vous entendiez bien la vidéo. Pour moi, cette convention citoyenne, c'est une excellente initiative. C'est une première en région. Aujourd'hui, c'est important que la démocratie, que les citoyens s'engagent et qu'on écoute leurs paroles. Cette session, en fait, elle a permis à 100 citoyens qui ont été tirés au sort de faire des propositions pour l'avenir de la région. Ça a été un travail riche et intense sur lequel on nous a fait confiance. C'était une réelle opportunité de pouvoir s'exprimer. Ces 3 sessions, elles ont été vraiment lourdes mais riches en travail, en propositions. Au moment où on m'a annoncé que j'étais tiré au sort, je savais que ça serait de toute manière une expérience enrichissante et très intéressante. Et je pense que c'est la meilleure initiative que j'ai pu avoir de ma vie. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu m'exprimer. C'est une expérience extraordinaire. J'ai échangé sur tous les thèmes au possible, que ce soit l'aménagement, l'écologie, le travail, l'emploi, l'éducation des enfants. Je ne me suis pas axée sur un seul thème, on va dire. Ce que j'attends de cette convention citoyenne, c'est qu'on puisse apporter des solutions pour justement avancer par rapport aux problèmes de la reprise économique. J'espère sur des grandes problématiques comme comment s'alimenter mieux, comment ouvrir ces filières qui ne sont pas encore vraiment valorisées aujourd'hui. Politiquement parlant, je ne suis pas spécialement impliquée, mais je trouve que de cette manière-là, moi, ça me donne beaucoup plus envie de m'investir. L'espérance de voir leur réalisation est extrêmement forte. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses et j'espère que toutes les propositions vont aboutir.
merci beaucoup pour ce petit film qui donne déjà pas mal d'informations sur la démarche qui a été menée. Ouais, voilà, complètement. Et alors, je vais plus spécifiquement, du coup, avancer euh, sur les quelques points de détail. Donc, le contexte, c'était, vous l'avez donc vu au moment du Covid, hein, puisque tout le monde est bien masqué. Ça s'est passé en septembre-octobre 2020. Et en fait, on avait d'ores et déjà l'envie à la région Occitanie d'impliquer des citoyens dans une réflexion autour d'un. Alors, Green New Deal, c'est devenu le pacte vert. On l'a vraiment francisé finalement. Donc, dès le début 2020, puis après le Covid est arrivé. Donc, l'objectif, c'était encore plus d'impliquer des citoyens pour trouver des solutions très concrètes pour une région plus forte, plus équitable et plus durable. On avait, donc, je pense qu'on peut passer sur le contexte, ouais, et puis passer à la diapo suivante. On avait donc 3 possibilités pour le mandat de cette convention citoyenne, donc qui a réuni 100 citoyens, soit enrichir une V1 d'un plan d'action Pacte vert. Donc, on avait l'idée de proposer une première version avec des propositions aux citoyens, et puis qui viennent un peu le challenger, l'enrichir. Deuxième scénario, c'était que les citoyens élaborent des scénarios de mise en œuvre de solutions en jouant sur des priorités, en se disant que peut-être ça allait les faire voir que si on est plus sur l'agriculture, on ne va pas pouvoir faire autant sur l'éducation, enfin voilà, des choses comme ça, un peu pour les faire jouer sur les curseurs. Et puis, troisième proposition qu'on a élaborée vis-à-vis des élus, c'était collaborer à l'écriture du plan d'action avec un cap très, très précis. Et donc, c'est cette troisième option qui a été choisie par les élus qui voulaient véritablement laisser le champ libre à la créativité et à l'inspiration des citoyens. Ils ont vraiment craint en fait qu'en trop téléguidant le travail, enfin téléguidant, trop préparant au préalable le travail et la matière première sur laquelle allaient travailler les citoyens, allait peut-être les frustrer, quoi. Donc plutôt page blanche et puis allons-y sur des propositions. Donc là, ça, du coup, il y aura un petit biais, peut-être petit point d'amélioration par la suite. Vous l'avez vu sur la gouvernance, hein, vous avez vu une des 3 garantes s'exprimer. On avait un comité de pilotage qui était indépendant de l'exécutif régional. Ça veut dire que les élus n'ont pas du tout eu d'accès et de contact avec les citoyens pendant leurs travaux. Et puis, concernant l'animation, alors j'ai mis aussi les petits les informations sur les prestations. Donc, on est passé en procédure UGAP pour aller vite parce on a décidé ça en avril et on a pu mettre en place les premières réunions de la convention en septembre. Donc, pour aller vite, on est passé par l'UGAP. Du coup, on a travaillé avec un consortium rassemblant Eurogroupe Consulting et Mission Publique. Et ils étaient 4 à temps plein quasiment à travailler avec nous depuis à partir de juillet pour préparer les séquences, tous les documents qui allaient être remis aux citoyens dès le départ, et puis après animer les séquences, formaliser les synthèses, écrire les livrables et formaliser également les conclusions. Je mets 16 animateurs, en fait, il y en a 11 qui émanaient du prestataire et nous, on en a mis à disposition, la région Occitanie, 5. C'est en fait 5 agents formés à la facilitation qu'on a pu embarquer dans l'aventure et qui étaient présents sur les sessions en présentiel pour animer les tables. Est-ce qu'ils étaient déjà, pardon, je pose une petite question en cours de route. Est-ce que les agents avaient déjà été formés auparavant ou ils ont été formés exclusivement là pour la convention? Ils étaient déjà formés dans le Ok. cadre de notre, de notre réseau du lab.
On a des agents qui sont d'ores et déjà aguerris aux techniques de facilitation et d'intelligence collective. Donc là, on a pris vraiment des gens qui savaient faire, quoi. D'accord. Parce que le public citoyen est exigeant. Voilà, la composition, peut-être je peux m'attarder là-dessus. On a pris un prestataire en marché à procédure adaptée qui s'appelait IRS Quality, qui a pu, à partir de l'achat de bases téléphoniques, de numéros de portable et de numéros de fixe de personnes censées habiter l'Occitanie, faire des appels au hasard et d'argumenter pour convaincre les personnes eues au téléphone de rejoindre l'aventure, comme on dit dans la télé-réalité. On avait travaillé à partir des données INSEE sur un profil type souhaité pour notre panel de citoyens, de 100 citoyens. Donc en travaillant sur la parité, l'échelle des âges, le fait qu'il y ait au moins 2 citoyens par territoire. Donc là, ça veut dire qu'on a un petit peu surcoté certains départements, Lozère, Lot, Gers, qui sont peu peuplés, mais on voulait qu'il y en ait au moins 2. Comme ça, s'il y avait un désistement, il en restait un. Voilà, catégorie socio-professionnelle, niveau d'études, type d'habitat, urbain, semi-urbain, rural, périurbain, rural. Ceci pour vraiment avoir, comme on dit, une représentation de la diversité de notre territoire. Voilà, et une prise en charge, ce que je peux dire sur la prise en charge des citoyens, donc plusieurs niveaux d'aide et d'accompagnement. L'indemnité journalière par jour de présence a permis vraiment de réussir à convaincre les étudiants, les agriculteurs, les personnes en RSA et des personnes à temps partiel de prendre part à la convention. Ça a été un vrai plus pour elles. Ça a été voilà, une manière de les aider à participer. Voilà, sur la slide prochaine. Donc les travaux, les livrables, vous l'avez vu lors du film. Peut-être donc je peux mettre l'accent sur la votation numérique qui a suivi. En fait, on était dès le départ, on a indiqué aux 100 citoyens qu'il allait avoir des questions qu'ils allaient pouvoir poser à l'échelle des habitants d'Occitanie. C'était dans leur prérogative. Donc c'est pour ça que dans les livrables, ils ont réalisé un questionnaire qui était à destination des citoyens d'Occitanie dans le cadre d'une enquête numérique, votation numérique. Alors, ça s'est appelé votation numérique. C'est vrai qu'au départ, on ne savait pas exactement ce qu'ils allaient pouvoir soumettre. Il leur a été suggéré l'idée de soumettre les mesures prioritaires qu'ils avaient mis à jour à la votation ou à la priorisation des habitants. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont refusé, tout simplement en se disant, mais attendez, nous, on a travaillé avec tout un tas de connaissances sur lesquelles on a capitalisé, de rencontres qu'on a pu faire. Donc, le travail qu'on a fourni, c'est difficile de le donner après à l'avis simple de personnes qui n'auront pas eu toutes ces informations préalables. Et ils n'avaient pas envie d'être un peu jugés sur leur travail. Donc, ils ont fait plutôt autre chose. Ils sont allés poser des questions sur des sujets qu'ils n'avaient pas eu le temps de bien creuser ou alors sur lesquels il n'y avait pas eu de consensus. Donc là, la votation numérique qu'on a organisée sur le site Capco à la suite de cette convention citoyenne, donc ça s'est passé sur un mois, en octobre-novembre 2020. Donc ça a permis de passer à l'échelle du mini-public de 100 citoyens à la possibilité de parler à 6 millions d'habitants. Faire connaître aussi ce qu'il en était sorti de cette convention citoyenne pour l'Occitanie et puis prolonger le travail de la convention. Donc je mettais donc sur des questions qui n'avaient pas trouvé consensus. Donc là, je crois que sur la slide prochaine, j'ai mis oui, voilà, donc cette votation, on a utilisé du vote par jugement majoritaire. Il y avait une question sur des priorisations par rapport au budget 2021.
Il y a également des sujets sur le classement de secteurs d'intervention sur lesquels il fallait davantage intervenir, sur lesquels il y avait plus de besoins citoyens. Donc là, vous avez dans la slide une visualisation d'une des réponses, enfin de réponses à l'une des questions. Et il y avait aussi le choix de sujets pour des débats régionaux. Donc là, c'était les fameux sujets qui n'avaient pas forcément trouvé consensus. Donc on a mis 11 sujets pareil, au vote par jugement majoritaire pour voir quels étaient ceux qui, pour les citoyens d'Occitanie, devaient être prioritairement posés en débat régional. Voilà, et quelques infos sur les suites. En novembre 2020, le vote par les élus du Conseil régional du Pacte vert, qui a intégré 200 propositions citoyennes, donc les 52 prioritaires, plus beaucoup de propositions qu'ils avaient fait aussi dans leur livrable, dans leur avis. Et puis, on a travaillé pendant 1 an et demi en suivant avec un comité de suivi réunissant 15 parmi les 100 citoyens, 15 citoyens volontaires. Et on a continué à étudier des propositions qui étaient restées. Et puis, on a suivi avec eux plus particulièrement la mise en œuvre du Pacte vert. Voilà, je vais là-dessus sur les petits enseignements. Oui, allez-y. OK. Alors là, il y a pas mal de choses. Alors juste, je vais parler de ce qui est en bas. Un moment fort de cette convention, ça a été l'intervention de notre parrain, qui était Edgar Morin. Et en fait, du haut de son grand âge, il est intervenu, c'était en replay, en fait, on avait fait l'interview quelques jours avant, et après on leur a projeté l'interview, et en fait c'était le 2e jour de la convention, je crois. Donc ils étaient tous un petit peu, ils en avaient plein la tête et tout ça, et ils ont écouté ce grand monsieur Edgar Morin, et ils sont sortis de là reboostés à fond, quoi, et ils avaient compris, je sais pas, ils se sentaient vraiment investis d'une mission, d'une belle mission, et voilà, ça leur a donné un élan et un dynamisme extraordinaire, et j'ai trouvé ça trop bien, quoi, d'être inspiré autant par Edgar Morin. Alors, la frustration, c'est par rapport à la votation, un peu trop de temps pour la préparer, cette votation, et peut-être aussi pour le temps du public. C'est pour ça que dans les chiffres clés, tout à l'heure, on a eu un peu plus de 20 000 participants. Mais voilà, ça aurait été bien d'avoir un peu de temps pour lancer vraiment la communication sur la votation, et puis aussi par rapport aux résultats, peut-être pour mieux les exploiter. Et puis l'évolution par rapport à cet exercice. Ça serait, enfin, nous, on se dirige vers davantage de formats autour d'assemblées participatives tripartites, à savoir des instances dans lesquelles on trouve certes des citoyens, mais ils ne sont pas tout seuls, en fait. Ils sont aussi avec des agents, avec des techniciens et avec des élus. Et il y a un travail qui se fait et une discussion qui se fait très rapidement à 3. C'est ce qu'on a vécu avec le comité de suivi, en mettant ces 15 citoyens dans des groupes de travail pour explorer davantage et approfondir leurs pistes et leurs propositions. Et on a vu vraiment le bienfait que ça avait, tant sur les citoyens que aussi sur les services et les élus, en fait. Là, tout le monde progresse. Alors, merci beaucoup. Je crois qu'on avait quelques questions dans le chat. Alors déjà, Agathe a remis le lien vers la plateforme de la région Occitanie si vous voulez aller voir la votation en ligne. Et je crois aussi qu'il y a quelques informations sur la Convention citoyenne de façon générale. On avait une question de Marie Legrand pour Lorient qui demande quel était le budget global alloué à l'organisation de la Convention. Alors nous, le budget final, on est à 550 000 € qui ont été consacrés à cette démarche, avec une grosse enveloppe consacrée à toute la partie logistique. Vous avez vu, on était sur 3 sites, Toulouse, Montpellier, Carcassonne.
d'effraiement des citoyens, des 100 citoyens. Donc, ça veut dire les frais de déplacement, défraiement kilométrique ou train, l'hôtellerie. Hein, c'était sur 3 jours. Généralement, ils arrivaient dès le mercredi soir. Donc, on les a hébergés à l'hôtel. Et puis, voilà, les repas et beaucoup aussi autour de la sono, vidéo, il y avait de la captation. Alors, on était en période Covid, donc on était dispatchés dans différentes salles. Il fallait que les salles se parlent entre elles. Et puis, on a fait des lives aussi. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver hein, sur le site, donc larégion-citoyenne.fr. Dans la partie convention citoyenne, il y a les replays des parties qu'on proposait en live. Alors tout n'était pas retransmis, parce qu'il y avait des moments où il fallait que ça soit voilà, des moments en atelier, confidentiels, et cetera. Mais il y avait des moments retransmis en live. Et ça, oui, ça a quand même un coût certain. Merci beaucoup. Une deuxième question de Bénédicte Chanvin pour Grand Annecy. Quel a été le taux de participation sur la durée? Combien sont restés parmi les 100 participants? Donc le taux de perdition, je dirais, parmi le Ouais. groupe. Alors, on a commencé à 109 exactement et on a fini à 103. Donc, on a eu très peu de défections. C'est aussi parce que la période était extrêmement courte, hein, c'était ramassé. Donc, on a commencé mi-septembre et on a fini début octobre. Voilà. Et en plus, ceux qui n'ont pas pu venir, c'était surtout à cause du Covid, cas contact ou devant s'occuper devant rester à la maison et tout ça. Donc, ouais, très, très peu de perditions. Ça, c'était super. En revanche, pour ce qui est du comité de suivi, on a commencé à 15 et au bout d'1 an et demi, on n'en avait plus que 4, quoi. Qu'il était temps qu'on s'arrête, parce que là, la mobilisation, elle s'est vraiment étiolée dans le temps, quoi. Merci beaucoup. Alors, je vous propose peut-être de passer à nos deuxième intervenants et on aura un temps encore de questions à la fin si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route à poser à Lorraine pour la région Occitanie. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. On passe maintenant à la Convention métropolitaine de la citoyenneté organisée par Rennes Métropole. Est-ce que Camille et Anne, vous êtes... Oui, vous nous entendez bien? On vous entend très bien. Super. Du coup, on va passer à Rennes, sachant que Lorraine avait participé, était intervenue lors de notre convention, donc ça fait une bonne transition. À Rennes Métropole, du coup, sur la ville de Rennes, la participation citoyenne est déjà mise en place depuis le mandat précédent, avec pas mal d'outils. L'idée, c'était de pouvoir déployer la participation citoyenne à l'échelle de la métropole. Donc, c'était un des chantiers prioritaires du mandat. Donc, il y avait eu quelques concertations qui avaient déjà été mises en place sur plusieurs grandes stratégies, sur l'agriculture, sur la stratégie déchets. Un travail autour d'une initiative citoyenne européenne, un jury citoyen. Mais l'idée, c'était de pouvoir créer un cadre de la participation citoyenne en définissant ses valeurs et ses outils au travers d'une charte. Et il a été décidé par les élus de co-construire cette charte avec des habitants, avec l'installation d'une convention citoyenne qu'on n'a pas appelée convention citoyenne parce que par crainte un peu de rappeler la convention citoyenne pour le climat et le résultat qui avait été un peu déceptif. Donc, on l'a appelé la Convention métropolitaine de la citoyenneté, ce qui revient un petit peu au même, mais qui donnait un autre nom peut-être plus positif. Sur la composition du panel, donc on a 43 communes au sein de la métropole, donc symboliquement on a arrêté le chiffre à 86 membres, donc c'est pas 2 par commune parce qu'on a quand même des toutes petites communes et on a Rennes qui fait à peu près la moitié de la population métropolitaine. Donc il y a eu, donc on a procédé avec le prestataire qui n'était pas
un panéliste. Ils ont envoyé 2500 courriers après un tirage au sort sur les listes électorales en proposant à tous les membres du foyer de s'inscrire. Ça permettait d'avoir des personnes non inscrites sur les listes électorales et notamment des mineurs. On avait mis l'âge minimum à 16 ans. On a aussi eu au moins une personne qui n'avait pas la nationalité française, donc qui n'était pas inscrite sur les listes électorales, mais qui vivait avec quelqu'un qui avait reçu le courrier. Donc ça nous a permis quand même de toucher d'autres publics. On a eu 350 réponses positives et dans ces 350, on a sélectionné 86 membres en fonction des critères qu'on avait préalablement définis. Donc il y avait un critère un petit peu obligatoire, c'était que toutes les communes soient représentées par au moins un habitant. Ensuite, on visait la parité. Alors, on a eu un peu plus de femmes que d'hommes au final, en fonction des personnes qui étaient disponibles ou pas sur les dates. On avait aussi mis, on avait mis au niveau du genre femmes, hommes et personnes non binaires. Au niveau de l'âge, on a essayé en fait de correspondre à peu près au pourcentage INSEE et les CSP. Donc ça faisait 4 critères et on était plutôt satisfait. On n'est pas à une représentation exacte par rapport à l'INSEE, mais on s'en rapproche fortement. Et donc, on a proposé une indemnisation des membres de la Convention à hauteur de l'indemnisation des jurés d'assises. On était à 7 heures de travail par jour, donc on était à environ 79 € l'indemnisation par jour. Et c'est vrai que ça a été également, on a fait une petite évaluation à la fin de la Convention, un facteur pour les habitants tirés au sort ça les a poussés en fait à s'inscrire au moins par curiosité en se disant qu'ils n'allaient pas forcément perdre complètement leur temps si ça ne les intéressait pas au final. Sur la méthode d'animation, donc on a été accompagné par un groupement de prestataires, donc l'association Les Citoyens et Citoyennes pour le renouvellement de la démocratie, et Lucie Campana Conseil, qui est maintenant l'atelier Le Bruit qui court. On a également eu un accompagnement par la CNDP, une garante qui nous a accompagnés tout au long de la démarche pour des conseils méthodologiques. Au niveau de la formation, elle a été incluse au processus d'élaboration de la charte avec des auditions d'experts pour répondre aux premiers questionnements collectifs sur les valeurs et puis également des interventions de différentes collectivités pour présenter des outils qui étaient mis en place sur d'autres territoires que Rennes. Au niveau de la méthode d'animation, le prestataire travaillait autour de la décision au consentement, donc avec les cartons de couleur. On voyait dans le film qu'il y avait sur la région Occitanie que ça a été également utilisé, avec différents cartons pour traiter les objections. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des objections fortes, comment est-ce qu'on réussissait à trouver de nouvelles propositions qui permettent de lever ces objections. Et quelque chose d'assez fort qui avait été proposé par les prestataires, c'était vraiment d'être dans une logique de codécision avec les élus. Donc, la version finale de la charte a été codécidée entre les habitants et les élus avec les cartons de couleur où chacun avait... les élus comme agents votaient et avaient le même poids dans le vote. Sachant qu'effectivement, la décision finale revenait quand même au Conseil métropolitain, mais le projet final n'a pas été bougé entre ce qui est ressorti de la Convention et ce qui a été voté. Au niveau du calendrier d'élaboration, du coup, on a fait un tirage au sort en mars 2022. En avril, on a constitué le panel. On avait 2 premiers week-ends qui étaient annoncés aux conventionnés. Donc, c'était le 7 et le 8 mai et le 11 et 12 juin. On avait déjà d'autres moments annoncés, qu'on avait prévus, mais qui ne concernaient pas forcément toute la convention. Donc, le premier week-end, on a travaillé sur les valeurs de la participation citoyenne. Ils ont également travaillé, donc là on va y revenir plus tard, sur
comment, enfin, ils ont construit un peu la consultation numérique qui est venue entre les 2 week-ends. Donc pour en gros un peu cadrer leur travail sur les valeurs, ils ont vraiment travaillé sur des grandes valeurs et ensuite des propositions. Tout ça, ça a été donc soumis au conseil de développement, à la consultation numérique et à un atelier métropolitain qui est en fait ouvert à tous les élus communaux de la métropole. Ensuite, le 11 et 12 juin, donc, il y a eu une petite restitution de tous ces temps de consultation qui avaient eu lieu après ce premier week-end. Et là, ils ont travaillé plus spécifiquement sur des outils de participation citoyenne à proposer au niveau de la métropole. Et ils ont procédé à une élection sans candidat pour avoir 20 représentants qui continueraient l'aventure aussi et du coup seraient dans ce processus de codécision avec les élus. Donc il y avait 20 représentants sur une première journée en juillet. Donc ça, c'était initialement, voilà, on arrivait avec un projet finalisé le 2 juillet, mais c'était quand même très court en 5 jours pour un sujet assez abstrait qui n'était pas forcément très connu des participants. Donc on était à un projet qui était déjà plutôt bien abouti, mais il manquait un petit peu de cohérence, d'harmonisation, et puis on avait tout un travail aussi à faire auprès des services pour étudier la faisabilité des propositions et puis envisager la mise en œuvre pour pouvoir préciser ça. Et donc, on a décidé de pouvoir continuer un peu le processus de convention pour vraiment donner le dernier mot à la convention et pas que ce soit les services qui retravaillent et que ce soit soumis sans retour vers la convention. Donc, du coup, les étapes suivantes, donc ça a été l'été, une remontée des services, avec en septembre un atelier avec nos collègues d'un réseau de la concertation qu'on a au niveau de la métropole et de la ville, de référents participation citoyenne dans les différentes directions. Et ensuite, on a retravaillé avec les habitants, donc les représentants, les 20 représentants, les propositions des services. Et ensuite, on a eu un dernier atelier de codécision entre les représentants et les élus. Et ensuite, tout ce qui a pu être les différentes instances, on a présenté à toutes les communes via des comités de secteur qui regroupent en fait toutes les communes. Et puis ensuite, conférence des maires, vote en conseil métropolitain en décembre. Et on a eu un petit moment juste avant décembre de clôture de la convention avec une remise officielle de la charte à la présidente. Du coup, pour parler un peu plus de l'articulation avec la plateforme, donc en fait, on avait dès l'écriture du cahier des charges demandé à ce qu'il y ait une articulation de la démarche de mini-public avec une consultation plutôt grand public. On avait quand même plusieurs contraintes, c'était le temps, on avait quand même peu de temps entre les sessions. La convention partait vraiment d'une page blanche. Donc le prestataire a proposé de préparer cette consultation dès le premier week-end. Donc le dimanche après-midi, ils ont vraiment travaillé à reformuler leurs propositions et à faire en sorte d'avoir différents thèmes. Et puis, du coup, de la lancer, le premier week-end se terminait le 8 mai et le 13 mai, donc 5 jours pour préparer la consultation, ce qui était très court. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà, merci. Donc, ça a quand même permis de cadrer l'animation pour formaliser les échanges. C'était pas mal aussi de leur dire il faut que vous soumettiez ça aux habitants. Donc, comment est-ce que vous le reformulez pour être plutôt d'accord? Comment est-ce que vous synthétisez un peu, même si du coup, c'était quand même long, on va le voir après. C'était vraiment pour soumettre les propositions et voir un petit peu comment ça réagissait pour que on puisse avoir que ça puisse enrichir le travail de la convention. Et que ce soit vraiment ce que les conventionnés avaient proposé qui soit soumis. C'était aussi la possibilité donnée aux personnes qui avaient été non retenues dans le panel final de participer. On leur avait envoyé un mail annonçant la consultation et donc d'enrichir le premier travail de la convention.
Anne, si tu veux. Ouais, je vais prendre le relais. Donc, comme le disait Camille, on a eu une toute petite semaine pour monter la consultation. Donc là, contrairement à la région Occitanie, on n'était pas sur une forme de votation, mais vraiment sur une forme de multi-consultation autour de 3 grands thèmes qui se sont dégagés de la première session des ateliers. Et l'idée, c'était de mettre de la matière brute en débat et auprès des habitants pour qu'ils puissent enrichir les propositions qui ont émané de la part des conventionnés. Donc, ces 3 grands thèmes tournaient autour, pour le premier, égalité, inclusion et engagement. Le second, confiance, transparence et état d'esprit. Et le troisième, émergence des sujets, poids de la parole citoyenne et temps long. Donc là, on a vraiment injecté les propositions qui ont été émises par les conventionnés pendant la première session et on les a mises à débattre, à argumenter auprès du grand public. On a aussi ouvert un 4e espace qui était plus un espace d'expression libre autour de votre avis sur la convention, comment vous trouvez l'objet de ces démarches, est-ce que vous trouvez que est-ce que c'est des choses qu'on peut renouveler pour d'autres thématiques, etc. Donc au final, la consultation elle a été ouverte entre le 13 et le 31 mai, donc sur une période du mois de mai avec des ponts. C'est jamais une période facile pour faire participer le grand public. On a néanmoins recueilli 744 visiteurs, donc 44 participants qui ont vraiment contribué à l'amélioration des propositions, etc. Néanmoins, le bémol, c'est que la plupart des participants, on s'est aperçu que c'était soit des élus, soit des membres de la Convention qui venaient eux-mêmes participer. On a quand même eu 138 contributions et 786 votes. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que c'est plutôt déceptif en termes de participants, mais c'est vrai qu'en termes de qualité des contributions, on était quand même plutôt contents. Pour avoir mené beaucoup de consultations, je pense que ce n'est pas non plus des chiffres qui sont éloignés de ceux qu'on peut avoir habituellement. Donc, sur une période du mois de mai qui est compliquée, ce n'est pas étonnant, quoi. On est dans les clous. Et du coup, sur l'analyse un peu de cette articulation avec la plateforme, effectivement, c'est quand même une consultation sur un sujet très abstrait qui est sans doute difficile à appréhender. On n'est pas sur du quotidien, sur de la mobilité, enfin voilà, sur lesquels on peut avoir un peu plus de contributions. Donc, c'est aussi ça qui a fait sans doute que les gens sont allés voir, mais n'ont pas forcément pu ou se sont sentis légitimes pour participer. Elle était sûrement trop longue aussi, parce que du coup, on aurait peut-être pu prioriser les sujets à soumettre à la population. À la fin du week-end, leur demander de voter peut-être un petit peu sur certaines propositions, parce que du coup, on a des élus qui nous ont fait le retour de on a commencé à réagir et puis en fait, c'était beaucoup trop long. On a eu du mal aussi à analyser, donc c'est pareil, on avait très peu de temps entre la fin de la consultation et la 2e session. On avait quand même du coup pas mal de contributions, donc comment faire pour les réexpliquer. Donc il y a eu un travail un peu en groupe où ils ont relu les propositions, mais c'était un peu long. C'est en début de 2e week-end, ça les a un peu plombés. Donc voilà, ça pourra être, si on envisage autre chose, il faudra qu'on améliore ça. Et puis on a fait une évaluation à la fin de la convention auprès des élus et des habitants, et c'est vrai que c'est un des points qui était le plus mitigé. Je pense qu'ils n'ont pas forcément vu le grand intérêt, même s'il y a eu quand même quelques améliorations qui ont eu lieu à partir de cette convention. Ils ont vraiment eu ce côté, il y a quand même peu de personnes à avoir participé. Mais ça a quand même permis de rouvrir le débat sur certains points, de se remettre en route, même si le format de l'animation n'était peut-être pas idéal. Voilà, si juste sur les suites de la convention, il y a une diapo normalement juste après. Diapo surprise. Voilà, la diapo après. Non, juste avant, là, la première là.
Non, celle d'avant encore, si possible. Voilà. Juste la charte, il y a 3 grands principes: esprit collectif, inclusion, transparence. Ça, c'est les 3 grandes valeurs qui ressortent de la charte, avec différents outils qui seront mis en place cette année. La mise en place d'une assemblée citoyenne. Donc, on est sur 28 citoyens, dont 10 qui seront issus de la Convention et 18 autres qu'on a tirés au sort parmi les personnes qui étaient intéressées pour participer à la Convention, mais qui n'avaient pas été sélectionnées. Donc, elles devraient être installées en avril-mai. Et qui va du coup suivre la mise en œuvre de la charte et aussi dialoguer avec les services et les élus sur le niveau de participation dans les grands projets structurants. On va mettre en place un printemps citoyen là en mai-juin pour mettre en œuvre mettre en valeur des initiatives de démarches participatives en lien avec la transition écologique. Et puis le droit d'interpellation qui devrait être mis en place aussi rapidement, et des réflexions autour d'un budget participatif métropolitain climat. Voilà, on a été un peu long. Enfin, j'ai été un peu longue. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, j'aurais les mêmes questions que pour la région Occitanie. Quel a été le budget total pour l'organisation et quel niveau de défection vous avez eu parmi les participants? Alors, on a été sur un budget total de 121 000 € à la louche, 73 000 € d'animation et 27 000 € sur l'indemnisation, puis ensuite tous les frais communication, repas. Sur le taux de défection, alors sur le premier, alors on n'était pas exactement à 86 parce qu'on a eu 3 personnes qui ne sont pas venues, mais une personne qui s'est rajoutée à la deuxième session parce qu'on avait une commune qui était absente à la première session. On a dû avoir le deuxième week-end 2-3 absents par rapport aux 83 qui étaient là au premier week-end. Mais qui étaient des absents qui se sont excusés, maladie, voilà. Donc les 2 premiers week-ends, on a vraiment eu du monde. Ensuite, pour les représentants, donc il y en avait 20 qui étaient sélectionnés, il y en a eu 19 à venir, mais la 20e était malade. Et ensuite, en septembre, on a eu 15 et 10 personnes, c'était en visio, donc je pense qu'on a eu aussi plus de mal à les motiver. Et ensuite, sur la restitution, ils étaient une bonne vingtaine, mais on était quand même sur un format pas forcément obligatoire et puis très éloigné. Sachant que du coup, ça n'a pas forcément été simple de réussir à fidéliser peut-être les personnes qui n'ont pas été représentants. Entre juin et novembre, ça faisait quand même une grosse période. Sachant que quand même sur l'Assemblée citoyenne, on a donc 10 personnes issues de la Convention, on a quand même des non-représentants qui ont envie de participer à cette Assemblée citoyenne. Donc on suivit que les 4 premiers jours, mais qui avaient envie de suivre. Donc c'est plutôt pas mal, enfin, surtout sur les 2 premiers week-ends, on était vraiment contents de voir tout le monde revenir, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les publier dans le chat et on va enchaîner dans ce cas-là avec Clermont-Ferrand qui va nous présenter également sa convention citoyenne. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça fonctionne. Ok, alors moi je vais peut-être faire peut-être plus court parce que il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans toutes les conventions citoyennes, des impondérables, des éléments constitutifs qui sont les mêmes. Donc, je vais peut-être plutôt faire une petite présentation, réaction par rapport à ce que j'ai entendu, comment est-ce qu'on a fait des choses un peu différentes plutôt que d'insister sur les choses qui sont un peu similaires. Et puis, dans le but de répondre aux interrogations du début, on a vu dans le questionnaire que les gens étaient surtout intéressés sur des infos sur le panel, les suites et l'utilisation du numérique. Donc, je vais passer assez rapidement sur les éléments de la présentation. Alors, du coup, à Clermont, quand même, pour situer le contexte, notre convention citoyenne, elle portait sur 3 sujets. En fait, au départ, on était parti sur des assises de la participation au début de mandat, parce que, bon, nous, on est donc du coup sur la participation citoyenne. On a un élu qui se questionnait sur les nouveaux outils à développer, qui voulait avoir les réactions des gens avant qu'on se lance sur des nouvelles choses, écrire une charte, un peu comme partout. Et puis, en fait, quand il a commencé à parler dans la majorité à ses collègues de ses assises de la participation, il s'est rendu compte qu'il y avait un très, très gros engouement
de tous ses collègues, quel que soit leur domaine de compétence sur la participation, et que du coup, tout le monde voulait en être, et que du coup, le sujet n'allait pas être que les outils de la participation citoyenne, de l'innovation démocratique sur le mandat, mais que ça allait aller un peu dans toutes les directions. Et du coup, on a réorienté le projet, on a pris le temps de modifier la méthode qu'on avait arrêtée, parce que des assises, ça aurait été un gros événement sur un week-end, en gros. Et on est parti sur une convention citoyenne, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plein de sujets à aborder et qu'il fallait qu'on change la méthode et la forme aussi à laquelle on avait pensé, que ça allait pas du tout suffire de passer un week-end pour aborder tous ces sujets que les Clermontois. Donc, c'est là qu'on a regardé un petit peu l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, et puis l'exemple aussi de la région Occitanie, qui était une des premières, voire la première en région à s'être lancée. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, nous aussi, avec Lorraine. Je pense qu'elle a servi d'exemple un peu à tout le monde. Donc ça, il faut lui rendre ce qu'elle nous a donné, parce qu'elle nous a consacré à tous, je pense, beaucoup de temps. Voilà, et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le temps du coup de faire beaucoup de discussions avec nos élus en amont pour arrêter les sujets de notre convention citoyenne qui s'est donc portée sur les transitions auxquelles notre territoire devait faire face, surtout suite à la crise. C'était quand même les transitions, c'était un sujet qui s'imposait. Et donc finalement, on est parti dans 3 directions sur 3 sujets, les transitions écologiques, sociales et démocratiques. Donc, quelque chose de beaucoup plus cortiqué que ce sur quoi on était parti au départ. Et donc, on a pris le temps de monter ça avec les élus et les services pour, en fait, voilà, parce que du coup, c'était des élus qui étaient à la manœuvre, qui avaient très, très envie de discuter avec les habitants de tous les sujets de leur mandat et de voir avec eux si ce qu'ils avaient défini, eux, comme priorité pour leur mandat rencontrait un peu l'adhésion du public. Donc, ça nous a donné une orientation tout de suite où on a beaucoup travaillé nos sujets en amont avec les élus, on les a du coup acculturés grâce à ce sujet de la Convention citoyenne, à ce que pouvait être un processus démocratique. Oui, souvent, on ne se donne pas le temps de monter les méthodologies. Donc, là, on a vraiment pris le temps de dérouler notre sujet avec eux, de voir ce qu'ils pouvaient en attendre, qu'est-ce qui était pour eux vraiment les lignes directrices, les feuilles de route de leur mandat. Et donc, est-ce qu'ils étaient prêts à soumettre tout leur mandat, toutes leurs feuilles de route aux habitants, ou est-ce qu'ils voulaient compartimenter? Nous, on leur a expliqué que si leur volonté, c'était de choisir un petit peu par-ci, par-là des sujets, mais de ne pas tout mettre sur la table, ce n'était pas la peine d'aller sur la Convention citoyenne, parce qu'il fallait quand même laisser les rênes aux habitants et que du coup, il fallait être prêt à tout discuter avec eux. Donc, on a pris le temps comme ça de bien poser le débat, de bien poser le cadre avec eux. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc recruté un groupe de… Alors, au départ, on voulait 80 Clermontois. Vous allez voir qu'on a eu un tout petit peu de perte en ligne aussi à cause du Covid et que du coup, on s'est stabilisé sur un groupe de 70. Mais en tout cas, ce qu'on a voulu faire, nous, là où on se démarque un peu des autres, c'est aussi des questions budgétaires, hein, parce qu'au départ, on était parti sur des assises, donc on n'avait pas du tout budgété une convention citoyenne. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué notre panel totalement en interne. C'est nous qui avons été là aussi à la manœuvre. On s'est donné le temps, on a dit, voilà, on va prendre le temps qu'il faudra. Donc, on s'est donné 4 ou 5 mois pour constituer notre panel nous-mêmes. On a essayé de mettre la barre aussi haut qu'on le pouvait, même si on n'est pas l'IFOP ou l'INSEE, ou voilà, et qu'on ne peut pas aller dans un niveau de détail, de voir le niveau d'études, par exemple, des participants pour s'assurer qu'ils soient très représentatifs de toute la population clermontoise. Mais on a quand même été sur diverses listes, donc on a été sur 7 listes au final, faire des tirages au sort. Donc les listes électorales, mais on voulait aussi 10% de résidents étrangers, donc potentiellement des gens qui n'ont pas le droit de vote. Donc, du coup, on a été sur les listes de nos bailleurs sociaux en essayant de s'attacher à ce critère-là. Donc, sur les bailleurs, on ne peut pas le savoir, mais par contre, dans le questionnaire qu'on leur a envoyé après, le petit coupon-réponse, on leur avait demandé de nous indiquer s'ils étaient résidents étrangers aussi ou non, en leur expliquant que c'était aussi pour obtenir un groupe représentatif et que du coup, c'était pour ça qu'on leur posait cette question. Donc, du coup, les gens ont très bien répondu à cette question-là. Ça nous a permis de voir qu'on atteignait nos objectifs. Donc, 3 bailleurs sociaux, les listes électorales, et puis ensuite, on voulait des jeunes à partir de 16 ans. Là aussi, on voulait essayer quand même d'avoir des jeunes avec plus ou moins un niveau d'études, tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sur les listes assez variées, la mission locale d'un côté, l'université d'Auvergne de l'autre côté, et puis les listes qu'on a tous en mairie aussi de la journée d'appel qui a remplacé le service national. Voilà, donc du coup, ça nous a donné aussi nos représentants jeunes, donc 30% de jeunes, 10% d'étrangers. Et puis, ce qui n'apparaît pas ici, mais qu'on a fait également, c'est qu'on a voulu avoir aussi au niveau des résidents étrangers, des gens qui potentiellement
sont en transit sur le territoire, ne parlent pas forcément bien la langue, ne sont pas forcément des gens amenés à rester. Donc, on a voulu aller aussi sur le public des réfugiés, par exemple. Et on a une mission réfugiés à la ville de Clermont-Ferrand qui intègre des réfugiés à l'écriture du contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés, le CTAIR, qu'on a tous localement. Donc, du coup, en fait, on est allé voir nos collègues et là, on n'a pas fait un tirage au sort. On a été voir nos collègues en leur disant, voilà, vous intégrez déjà des réfugiés à cette réflexion-là, à l'écriture de ce document. Donc, du coup, est-ce que vous pourriez essayer de voir avec les gens avec lesquels vous travaillez s'il y en a certains qui seraient intéressés par la Convention citoyenne. Donc, en fait, ils nous ont donné accès à ces gens-là. Ils ont monté une réunion et on est allé leur expliquer le dispositif. Et comme ça nous a permis d'intégrer 4 réfugiés aussi dans la Convention citoyenne. Voilà, donc après les critères classiques de la parité, de la représentation des quartiers, tout ça. Voilà. Donc, bien sûr, c'est une démarche qui modifie les relations entre les citoyens et la ville. Le but du jeu, c'est aussi d'acculturer. Nous, très fortement, l'enjeu, c'était d'acculturer en interne, c'était de gagner, grâce à cette convention citoyenne, aussi en compréhension des enjeux de la démocratie. Je l'ai dit, souvent, on vient nous solliciter trop tardivement. On ne prend pas le temps de poser la concertation comme un acte fort et une phase à part entière d'un projet d'aménagement ou quel que soit le projet. Donc, du coup, là aussi, c'était l'occasion d'acculturer nos collègues. Donc, on a pris le temps de faire ce travail-là en interne. Voilà, on peut passer effectivement à la diapo d'après. Donc ensuite, là, c'est les grandes étapes. Tout ça pour vous dire qu'en gros, on a fait 6 week-ends de travail avec nos conventionnés, donc entre novembre 2021 et juin 2022, et qu'on a fait 2 étapes d'ouverture du débat au grand public via la plateforme de participation citoyenne de Capco. Pour nous, c'était très, très important ces 2 étapes. Et on a vu tout de suite en regardant l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat que ce n'était pas forcément gagné d'avance. On s'est rendu compte, pour nous, c'était très important parce qu'en fait, on peut pas dire, on avait besoin aussi que le débat il soit avec tout le territoire et on ne peut pas dire 70 Clermontois vont à eux tout seuls écrire les politiques publiques, par exemple, de la transformation de notre territoire en termes d'écologie. L'écologie, ça ne se décrète pas que dans la ville, enfin en tout cas par l'intermédiaire de la municipalité et des choses qu'elle peut faire et des leviers qu'elle a. Il faut que ce soit un débat sur tout le territoire pour que les gens s'engagent dans la transformation aussi et les modifications de leur cadre de vie. Donc, on voit bien que le débat, s'il n'est pas avec tout le territoire, c'est quelque part, on n'atteindra pas nos objectifs en termes de transition, par exemple écologique ou même sociale. Toute la valeur de nos dispositifs, c'est des dispositifs les plus pédagogiques et de débat possibles. Donc, du coup, pour nous, c'était très important d'avoir des moments d'ouverture au grand public. Pour autant, on a vu avec la Convention citoyenne pour le climat que souvent, une fois qu'on a acculturé les gens, qu'on leur a fait rencontrer des experts, qu'ils sont devenus eux-mêmes un petit peu experts des sujets qu'ils ont investigués, on voit qu'après, ils ne souhaitent plus ouvrir. Au départ, ils sont tous volontaires et comme ils viennent eux-mêmes, c'est des représentants de la population, ils sont tous très partants pour ouvrir à la population au final. Et puis, au fur et à mesure, on voit qu'ils se disent non, mais finalement, si on ouvre à la population à travers une consultation ou un sondage ou une votation, finalement, les habitants, ils n'auront pas été formés comme nous. Donc, est-ce qu'ils seront vraiment à même de donner leur avis de manière éclairée, comme nous, on a donné notre avis? Finalement, est-ce qu'on ne risque pas de perdre un petit peu l'objet de nos préoccupations et de nos travaux? Et donc, du coup, on s'est dit, oulala, ça, il faut absolument qu'on l'évite, parce que si ça se passe comme ça, on aura perdu notre pari, en gros. Donc, du coup, on a eu dès le début avec nos conventionnés des discussions autour de la valeur du débat public et du fait que si on n'avait pas ce débat avec la population, si on n'arrivait pas à sensibiliser la population, à leur donner à voir les travaux, quelque part, eux aussi, ils auraient un petit peu perdu leur pari en tant que conventionnés. Et donc, du coup, on était très contents qu'ils souhaitent tous soumettre l'intégralité de leurs travaux déjà à mi-parcours en février 2022 à la population via une grande consultation. Et puis surtout, à la fin du travail en juin, on était très contents que tous les groupes qui ont travaillé sur toutes les transitions aient décidé de soumettre, parce qu'on leur a posé la question à la fin, on leur a dit, est-ce que vous souhaitez soumettre toutes vos propositions à votation ou pas? Et on était très satisfaits qu'ils nous disent que oui, ils souhaitaient soumettre toutes leurs propositions, les 40 propositions, à votation des Clermontois. Voilà, donc on peut passer à la diapo d'après. Donc, ce qui était très important pour en interne, c'était de ne pas reproduire les écueils de la Convention citoyenne pour le climat. C'est vrai que nous aussi, nos élus étaient assez frileux à l'idée d'appeler la démarche Convention citoyenne parce que la Convention citoyenne pour le climat, elle avait assez mauvaise presse
Alors, en creusant un peu, on se rend compte que ce n'est pas la convention en elle-même qui a mauvaise presse. D'ailleurs, les gens qui ont fait partie de cette convention sont assez dithyrambiques sur le process. Mais par contre, c'est plutôt le fait qu'il n'y a pas trop eu de suite, que ça n'a pas été, les propositions n'ont pas été reprises par le gouvernement. Donc, du coup, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? C'était vraiment une préoccupation en interne et on s'est dit, en fait, on ne veut pas un dispositif participatif à l'ancienne où les élus seraient totalement absents de ce qui se fait avec les habitants parce qu'on part du principe que pour que les habitants aient la main, il faut que les élus disparaissent et s'effacent. Nous, on s'est dit non, ça ne marche plus, ça c'était le modèle avant et on voit aussi dans le budget participatif, dans plein de démarches que en fait, réintroduire les élus à certains moments, ce n'est pas quelque chose qui bloque les habitants, mais au contraire, ça peut être quelque chose de facilitant. Donc, du coup, on s'est dit, nous, on veut que nos élus ils soient partie prenante de ce dispositif qu'ils ont aidé à monter, mais qu'ils y participent aussi sur toute la durée, sur les 6 sessions, même si on ne veut pas qu'ils soient là tout le temps, ce n'était pas le but du jeu, mais on ne voulait pas qu'ils ignorent ce qui se disait. Et on a voulu aussi bien cadrer le sujet au départ pour les conventionner. C'était un peu donnant-donnant, c'est-à-dire que les élus, il fallait absolument qu'ils ne soient pas absents de ce qui se disait, des travaux, qu'ils n'ignorent pas ce qui se faisait avec les habitants, parce qu'à un moment donné, c'est à eux aussi au départ d'expliquer quelle est leur vision de départ de chacune des transitions, c'est quoi leur feuille de route, à quoi ils ont pensé eux de leur côté avec leurs techniciens sur leur feuille de route pour que les habitants aient un point de départ clair. C'était intéressant d'avoir ce débat avec les élus et pas juste un document qui donne un cadre. Hein. Donc, on les a fait intervenir au départ. Et puis, à la fin, ce qui était intéressant pour nous aussi, c'était que les conventionnés, avant de soumettre leurs travaux à la votation du public, quand ils ont fini d'écrire leurs 40 propositions, ils puissent, lors de la dernière session de travail, les retravailler avec les élus en leur expliquant, voilà, nous, on a compris d'où vous partiez. Nous, par contre, on vous propose telle et telle et telle proposition dans le cadre de la transition écologique, par exemple. Et voilà pourquoi on vous propose ça. C'est un peu différent de ce que vous aviez vu au départ dans votre feuille de route, mais voilà notre justification. Et du coup, à partir de là, il pouvait y avoir un débat très enrichissant, d'ailleurs, pour les deux parties, sur ah bah ok, c'est très intéressant ce que vous me dites là pour moi en tant qu'élu. Par contre, c'est un peu à la limite des compétences de la ville ce que vous proposez. Donc, du coup, il faut quand même que vous sachiez que même si ça nous intéresse, ce n'est pas sûr qu'après la convention, ça, on puisse directement l'appliquer et le mettre en œuvre. Il faudra peut-être qu'on soit force de proposition auprès de partenaires sur le terrain, au niveau local. Donc, ce n'est pas gagné d'avance. Voilà. Donc, on s'est attaché aussi à ce que à la fois les conventionnés aient bien connaissance du cadre jusqu'au bout, et qu'ils puissent ne pas découvrir après coup que les élus n'allaient pas pouvoir s'emparer de telle ou telle proposition. Donc, du coup, c'était important pour nous qu'il y ait cette discussion. Comme ça, les conventionnés pouvaient dire « Ok, ça, on garde », ou alors, bon, ben, on a compris que ça ne pourrait jamais être appliqué par la ville, donc on va peut-être plutôt pas le garder ou on va le modifier. Il était encore temps de modifier. Donc, finalement, les deux parties ont bien apprécié de pouvoir se rencontrer au début et à la fin. Et tout au long du processus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu beaucoup de copies avec les élus pour qu'ils puissent savoir où en étaient les conventionnés et s'ils le souhaitaient, qu'ils puissent leur faire passer à travers nous, pour la session d'après, des avis ou des remarques. Et du coup, c'était toujours les conventionnés qui avaient les rênes, à eux de voir s'ils souhaitaient tenir compte ou pas des remarques, mais au moins, chacun des deux parties n'ignorait pas l'avis ou le travail des autres. Voilà, donc ça, pour nous, ça a été très, très important. De la même façon que les services de la ville et de la métropole ont été aussi experts aux côtés des experts d'envergure locale, nationale ou internationale qui sont intervenus avec les conventionnés. D'ailleurs, par exemple, à la fin, les services ont aidé les conventionnés à rédiger leurs propositions aussi d'une façon qui puisse être légalement acceptable, qui puisse être… Par exemple, on a des propositions sur le droit de pétition. On connaît tous la difficulté à mettre en place le droit de pétition. Donc, c'était important aussi pour nous qu'en fait, nos conventionnés ne soient pas totalement hors sol à réfléchir à des trucs qui, après, ne pourraient jamais être appliqués, un peu comme ça a été le cas dans la Convention nationale pour le climat. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir sur nos deux occurrences numériques, donc, du coup, la première fois, donc à mi-parcours, on a utilisé le module de la consultation de Capco. C'est la première fois qu'on a utilisé ce module-là et on en a été super satisfaits. D'ailleurs, on aimerait même pouvoir l'utiliser pour le budget participatif ou des choses comme ça. En fait, on a beaucoup aimé ce module parce qu'il a permis donc aux conventionnés de donner à voir en fait transition par transition leur réflexion, l'état de leur réflexion et de manière assez détaillée. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait juste avoir la proposition là où on en était à ce moment-là, il avait juste l'intitulé, mais par contre, il pouvait cliquer dessus et avoir tous les constats, les diagnostics qui ont amené nos conventionnés
à commencer à formuler la proposition dans ce sens ou dans ce sens. Donc ça, c'était important. Du coup, les gens après pouvaient se manifester en votant pour, contre ou dire qu'ils étaient mitigés sur une proposition et mettre des remarques pourquoi ils sont mitigés, pourquoi ils sont pour, pourquoi ils sont contre. Donc tout de suite, on voyait si les propositions émises par nos conventionnés, elles faisaient consensus ou pas. Très intéressant. Et puis, ce qui est sympa aussi dans ce module-là, c'est que les participants, les Clermontois, peuvent rajouter leurs propres propositions. Donc, ils prennent connaissance, encore une fois, des diagnostics, du constat que posent les conventionnés sur chaque transition. Et eux-mêmes, s'ils ont des pistes de solutions à proposer, ils peuvent rentrer leurs propres propositions. Et là, pendant tout le temps de la consultation, les Clermontois peuvent aussi voter pour, contre ou mitiger sur la proposition nouvelle et commenter, expliquer pourquoi, mettre des remarques, je suis pour parce que, je suis contre parce que. Donc, c'était super intéressant parce que du coup, on a déjà eu un peu un débat avec les Clermontois, un débat entre les Clermontois et les conventionnés qui ont vachement bien, pour nous, on a trouvé que le taux de participation était très satisfaisant. Voilà, donc je vous l'ai mis là, on a eu 224 participants, 615 propositions émises par ces 224 participants, donc on voit que le ratio entre le nombre de participants et le nombre de propositions qu'ils proposent, c'est quand même important. Les gens ne sont pas venus là par hasard, en fait, ils ont pris le temps de lire les fiches, les constats, les diagnostics, voilà, et on a eu presque 3400 votes, donc on était très, très contents. Et du coup, on a vraiment pu à la fin donc sortir un rapport par transition sur cette votation qu'on a transmis à nos conventionnés qui ont pu du coup regarder tout de suite qu'est-ce qui faisait consensus, qu'est-ce qui faisait débat et voir après, c'est eux encore une fois qui avaient les rênes, qu'est-ce qu'ils souhaitaient garder de cette consultation numérique dans leurs travaux et qu'est-ce qu'ils ne souhaitaient pas garder et pourquoi. Voilà. Et donc à la fin, on a eu cette grande votation citoyenne. Alors pour nous, la votation, encore une fois, les conventionnés étaient un peu maîtres du jeu. Donc, la votation, elle n'avait pas pour objet d'exclure, elle avait vraiment pour objet de prioriser, en fait. Donc, les 40 propositions finales, il n'y en a aucune qui a été exclue. Ce n'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était que les Clermontois reviennent sur la plateforme. Donc là, on a utilisé le module du budget participatif, je crois. Boîte à idées? Je sais pas, j'ai un doute là. Et en tout cas, le but du jeu, c'était une votation classique et c'était… Non, c'est ça, c'était le module du BUPA, je crois. Et c'était une votation là pour vraiment juste pour prioriser. Donc, celle qui a reçu le plus de votes, elle donne. Et donc, du coup, là, c'était vraiment pour donner après, rendre aux élus une feuille de route agrémentée par les citoyens sur chacune de leurs compétences, donc la transition démocratique, écologique et sociale, et une feuille de route priorisée. Donc, voilà, ça c'est vraiment la priorité pour les Clermontois, ça l'est moins. Et donc, du coup, c'était un peu aussi pour donner aux élus le cadre de la suite. Donc, j'en viendrai à la suite. Donc, là aussi, on a eu un très bon taux de participation. On était très satisfaits. On a eu un peu plus de 1000 participants et plus de 13 000 votes. Voilà. Donc, on était très, très contents. Et donc, du coup, les suites de la Convention citoyenne, dans les 40 propositions, on avait déjà une proposition pour la suite de nos conventionnés qui disait qu'ils souhaitaient qu'il y ait un comité de suivi. Donc, du coup, on a fusionné cette idée-là avec l'idée qu'on avait déjà issue du mandat précédent de moderniser notre observatoire des engagements précédents. Et donc, du coup, ce comité de suivi fusionné à l'observatoire des engagements nouvelles formules, ça va donner un observatoire citoyen des transitions qui a déjà été délibéré au conseil municipal. Donc, la mise en place est prévue pour le 1er septembre 2023. Donc là, assez rapidement. Et donc, lui, il sera chargé du suivi de nos politiques publiques. Il pourra évaluer toutes les politiques publiques qu'il lui plaira. Mais il sera très spécifiquement aussi chargé du suivi de la mise en œuvre des 40 propositions. Donc, comme ça, on est sûr d'avoir une instance citoyenne qui, alors, au début, intégrera des membres de la Convention pour moitié. Et puis, petit à petit, les membres de la Convention s'effaceront au profit d'habitants tirés au sort par ailleurs. Et donc, voilà, et donc il sera chargé ad vitam aeternam, jusqu'à ce que mort s'en suive, d'observer que nous mettons bien en place les 40 propositions. Et puis, donc ça, c'est pour septembre 2023. Mais vous voyez, la Convention citoyenne s'est terminée en juin 2022. Et donc, entre les deux, ce qu'on a fait quand même, c'est qu'on a fait délibérer le conseil municipal en décembre sur les suites à donner aux 40 propositions. Donc, voir un petit peu où on en était déjà de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des propositions qui font écho à des choses qu'on fait déjà. Donc, on pouvait déjà dire au grand public, voilà où on en est sur ces propositions-là.
Et puis, il y a des propositions sur lesquelles on a dû dire, OK, là, il faudra qu'on fasse des études avant de pouvoir les mettre en œuvre. Et puis, il y a des propositions, on avait été très clair dès le début, qui donc, du coup, ne sortent du cadre de la collectivité de ses compétences, et donc sur lesquelles on a dit que là, il faudrait que d'autres collectivités ou d'autres partenaires s'en emparent s'ils le souhaitent, et ensuite fassent des études. Et là, par contre, on ne peut pas s'engager sur le fait qu'elles soient au final mises en œuvre. Mais du coup, vous voyez, sur 40 propositions, ça ne s'applique qu'à 7 propositions. Voilà, et sur cette diapo, vous avez aussi donc les chiffres clés de la convention, parce que j'ai vu que ça a intéressé beaucoup les gens qui participent à ce webinaire. Donc nous, du coup, on a un budget de la convention qui était de 115 000 € sur la convention, mais c'est aussi le budget plus faible, c'est aussi du fait qu'on a composé nous-mêmes le panel, donc on n'a pas pris de prestataire là-dessus. On a pris un prestataire que pour nous aider dans l'animation des séances de travail. Voilà, et puis on n'a pas indemnisé les experts, par exemple, on les a juste défrayés sur leurs déplacements. Tous nos experts, ils étaient bénévoles. Voilà, donc sinon le reste, c'est assez classique. Merci beaucoup Marie, c'était également très complet. Alors, on a largement dépassé la fin du webinaire qui était prévu, mais merci déjà d'être resté jusqu'au bout. J'ai une petite question, vous avez pré-répondu déjà à la question du budget que j'allais effectivement vous poser aussi, mais sur la partie plutôt l'animation, vous avez dit que dans le panel, il y avait des personnes qui ne parlaient pas français. Est-ce qu'il y a eu des traducteurs ou des médiateurs un peu différents qui ont été mandatés pour que ces personnes-là puissent bien comprendre aussi tous les enjeux de la Convention? Alors, en fait, ils parlaient quand même français, même si des fois, il a fallu prendre du temps, mais on n'a pas forcément eu besoin de traducteurs pour eux. Par contre, on a des experts internationaux qui sont venus. Et donc là, oui, on s'est doté de traducteurs pour qu'eux, ils puissent intervenir auprès des conventionnés. Mais l'intérêt d'aller sur les réfugiés qui participent déjà au travail de notre mission d'accueil des réfugiés, c'était que du coup, ceux qui participent à ce travail-là, en général, ils parlent déjà, ils maîtrisent suffisamment le français pour participer à l'écriture de ce document d'accueil, en fait. Ok, merci beaucoup. On a également une question d'Alexandra de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que les citoyens ont été indemnisés? Oui. Et alors, nous, par contre, c'était la première fois qu'on indemnisait des citoyens. Jusqu'à présent, les élus étaient assez frileux là-dessus. On ne l'avait jamais fait encore. Et du coup, ils n'ont pas non plus été très, très généreux. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait prévu au départ non plus. Donc, du coup, on est parti sur 20 € par demi-journée de travail. Ok. Donc, en fait, c'était 60 € par session, puisqu'une session, c'était 3 demi-journées. On a une question aussi de Bénédicte pour Grand Annecy. Comment la prise en compte des 7 propositions qui concernent la métropole se fait-il? Y avait-il un accord politique préalable? Alors, en fait, notre maire de Clermont-Ferrand est aussi président de la métropole, donc ça aide quand même. Mais il n'y avait pas d'accord préalable et du coup, il a été bien clairement spécifié aux conventionnés. On avait fait toute une espèce de mind map au départ pour leur faire comprendre le circuit que pouvait prendre leur réflexion. Donc oui, ça c'est de la compétence de la ville. Donc là, on pourra dire oui, on ira jusqu'au bout, on s'engage, machin. Ça, c'est pas de la compétence. Alors, est-ce que c'est métropole ou est-ce que c'est encore extérieur à ville métropole, et voilà quel chemin peut prendre votre proposition. Donc ça, déjà, on y tenait, on voulait être très clair au départ. Et ce qu'on a fait aussi ensuite par la suite, c'est qu'on a donné un petit livret à nos conventionnés. Et dans le livret, on a tenu à rappeler quelles étaient, de manière très claire, les compétences de la ville et de la métropole sur chaque sujet. Voilà, ça, pour nous, c'était très important parce qu'on ne voulait pas créer de la frustration avec cette convention. Et du coup, ce qu'on a fait en fait après coup, c'est que c'est un travail en fait d'acculturation comme pour nos services de la ville. On a remporté quand même l'adhésion du directeur général des services de la métropole, donc ça facilite le travail. Mais après, c'est prendre son bâton de pèlerin, aller voir les directions et leur dire regardez, là, le travail qu'on fait avec les citoyens, on va leur proposer des sujets qui sont sur vos domaines de compétences, c'est quand même dans votre intérêt de participer à ce travail-là, donc venez avec nous. Et donc, les services de la métropole ont quand même bien joué le jeu, même s'il n'y avait pas d'obligation qui leur était faite au départ, c'était vraiment une sensibilisation aux enjeux plus qu'une obligation. Et ils ont participé aux travaux de la convention en tant qu'experts aux côtés de nos services. Et puis ensuite, à la fin de la convention, nous, pour l'instant, on a pris une délibération à la ville, la métropole n'a pas encore pris de délibération, mais on y travaille. On travaille à ce que la métropole puisse prendre une délibération et avant la mise en place de l'Observatoire citoyen des transitions, ce serait bien aussi.
Merci beaucoup. On a une question, peut-être une dernière, pour toutes les intervenantes sur l'accessibilité des réunions. Une question de Marie de Lorient. Avez-vous pu ou dû prendre en compte des personnes en situation de handicap auditif, moteur, visuel ou psychique? Moi, ça, je peux donner un premier élément de réponse. On avait dans nos conventionnés une personne en situation de handicap physique. Il était en fauteuil roulant. Et donc, bon, bah, c'était bien. Tout était accessible au niveau des lieux. Et il y a son accompagnatrice de vie qui est restée à ses côtés durant l'ensemble des séquences. En fait, on l'a prise. Elle est devenue presque une conventionnée supplémentaire. Voilà, et vraiment, on a pris en charge l'ensemble des frais aussi pour cette personne. Et après, on s'est rendu compte, alors sur d'autres handicaps, là, c'était plutôt la difficulté à lire et à écrire. On s'est rendu compte à la première journée de travail qu'on avait 2 personnes qui étaient analphabètes. Donc là, on a pu, enfin, c'était super parce que notre prestataire a pu dégager une personne qui s'est plus spécifiquement occupée de ces 2 conventionnés pour leur lire en fait les documents qu'ils avaient, écrire avec eux, écrire pour eux sur les post-it parce qu'ils n'étaient pas en capacité de le faire, et vraiment quand même les amener à pouvoir participer comme n'importe lequel des autres membres. Merci beaucoup. Est-ce que du côté de Rennes ou de Clermont, vous avez eu des personnes en situation de handicap dans le panel? Est-ce que vous avez mis en place des médiations particulières? Nous, on a eu une personne en fauteuil roulant aussi et qui avait un déficit visuel. Donc, elle était accompagnée d'un chien guide aveugle. Après, voilà, le lieu, tout était accessible en fauteuil roulant. Et puis, on favorisait quand même beaucoup l'échange oral. On n'a pas senti... Alors, elle n'a pas pu venir la dernière journée, je crois, du 2e week-end. Mais sinon, elle était quand même bien intégrée avec vraiment des conventionnés très, très à l'écoute aussi. Donc, en fait, ils se sont un petit peu organisés ensemble. Nous, on était attentifs pour qu'on l'entende bien, qu'elle puisse bien entendre, qu'elle puisse être présente et active dans les débats. Mais ça n'a pas été forcément une contrainte supplémentaire pour l'équipe d'animation, sachant que les conventionnés étaient très entourants aussi avec eux. Merci beaucoup. Et du côté de Clermont? Non, on n'a pas eu de personnes en situation de handicap particulier à gérer. Merci beaucoup. Une dernière peut-être question. À Clermont, y a-t-il un conseil de développement et comment a-t-il été inclus dans la Convention citoyenne? Alors, il y a un conseil de développement à ce qu'on appelle le Grand Clermont. Donc, c'est encore une autre échelle de collectivité. Hein. C'est ni la ville ni la métropole, c'est encore plus large que ça. Et sauf qu'en fait, il a été remis en route, ce conseil de développement, seulement pendant qu'on faisait notre convention citoyenne, dans le courant de l'année dernière. Donc, du coup, il n'a pas été plus associé que ça. Mais effectivement, s'il avait existé préalablement, on aurait certainement utilisé la liste en fait, des participants à ce conseil de développement, des habitants participants, pour tirer au sort aussi 1 ou 2 représentants. Ce ne serait certainement pas aller plus loin vis-à-vis du nombre de personnes qui sont aujourd'hui intégrées à ce conseil, mais on aurait fait ça, je pense. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est de conclure ce webinaire. Je remercie tous nos intervenants. Je rejoins Caroline qui dit que c'était très enrichissant. Effectivement, c'était très enrichissant. On enverra, si nos intervenantes le sont d'accord, le déroulé, le support qu'on a présenté avec tous les éléments à toutes les personnes qui ont pu assister à ce webinaire. Je vous remercie encore toutes les 4. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Agathe aussi vous dit un merci et une bonne journée à tout le monde. Et à bientôt pour un nouveau webinaire qu'on vous communiquera très prochainement. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.
Salut. Je coupe.